Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo spéciale dont je vous ai parlé la dernière fois. J'avais fait un appel aux questions, si vous vous souvenez bien, pour que vous expliquiez un peu les problèmes que vous traversez pour pouvoir évoluer dans votre carrière comme vous le souhaitez. Et du coup, merci pour toutes les personnes qui ont posé des questions. On va y répondre aujourd'hui. Donc du coup, aujourd'hui, je suis en compagnie de Uriel Mignasson, qui est un coach qui travaille depuis 10 ans pour accompagner, encourager des professionnels de tous les secteurs d'ailleurs. Et franchement, c'est super. Il a sorti 2 bouquins, on vous en parlera plus dans la vidéo. Et je pense vraiment que ces conseils vous seront très très utiles. Donc restez jusqu'à la fin parce que nous avons prévu un cadeau pour vous. Voilà, il y aura un jeu concours, je vous en dis pas plus et je laisse Uriel se présenter à nous. Pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que normalement, ceux qui me suivent sur les autres réseaux ont déjà entendu parler de toi. Donc voilà, bonjour Uriel. Bonjour Lolita, déjà merci pour m'accueillir ici. Alors pour me présenter très très rapidement, moi ce que j'aime bien dire c'est que j'aime transformer les gens en super guerriers en tant que candidat. Donc l'idée c'est vraiment j'aide les gens à trouver le travail qui fait sens pour eux, à décrocher le job de leurs rêves. Et pour ça, on peut pas, on peut plus se vendre entre guillemets comme on le faisait il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans en arrière. Où là aujourd'hui, il faut apprendre à valoriser son profil. Par exemple, si on veut décrocher un poste pour lequel on n'a pas d'expérience ou on est en reconversion ou autre, on peut pas venir comme ça à la fleur au fusil. Il y a une vraie stratégie à poser. Et l'idée, c'est d'aider vraiment les personnes que j'accompagne au travers de coaching à se révéler et à communiquer la valeur aux entreprises qui sont potentiellement des bons employeurs pour elles. Voilà. C'est super, Uriel. Merci, merci d'avoir accepté de partager ton temps pour nous donner de précieux conseils. Est-ce que tu es prêt, du coup, à répondre aux questions que nous avons reçues? Donc, il y a des questions qui sont anonymes et des questions, que vous avez certainement aperçues en commentaire de la vidéo. Donc, première question, elle nous vient de Manuela. Coucou Manuela. Alors Manuela, elle nous demande, en cette période de crise sanitaire, il n'est pas évident de trouver un emploi stable, par exemple un CDI. Étant jeune diplômée et n'ayant pas accumulé assez d'expérience, que me recommanderiez-vous de faire lorsque je postule et durant un entretien? Qu'est-ce que je dois mettre en avant étant donné que je n'ai pas assez d'expérience? Donc ça, c'est sa première question, parce qu'elle a 2 questions. Ok, alors déjà, moi j'aimerais juste rebondir sur le fait, on est en une période de crise sanitaire, c'est pas évident de trouver un emploi stable. Ça n'a jamais été évident, même hors crise, de trouver un emploi stable. Ça, c'est la première des choses. Et c'est pas forcément plus compliqué de le trouver maintenant qu'on est dans la crise. Ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, quand on est jeune diplômé, effectivement, on n'a pas des années d'expérience et on n'attend pas d'un jeune diplômé d'avoir des années d'expérience. Par contre, ce qu'on attend d'un jeune diplômé, et puis moi je peux vous le dire parce que du coup je suis du côté des entrepreneurs qui sont susceptibles aussi de recruter des gens, ce qu'on va regarder c'est la manière dont vous allez mettre en avant vos compétences, vos qualités. Alors, j'entends très souvent de la part des jeunes diplômés, j'ai pas d'expérience. C'est faux, c'est complètement faux. L'idée c'est qu'est-ce qu'on appelle expérience quand on est un jeune diplômé? Quand on est un jeune diplômé, effectivement, on ne va pas avoir 3 ans de boîte, c'est à part si on a fait de l'alternance. Donc, si on n'est pas dans le cadre de l'alternance, qu'est-ce qu'on peut valoriser? Alors, il y a plein de choses qu'on peut valoriser. La première des choses, déjà, c'est valoriser vos stages. Vous avez fait des études supérieures, vous avez eu peut-être 2 mois, 3 mois, 6 mois, 8 mois de stage au total sur votre cursus. Donc, déjà, là, l'idée, c'est de prendre ça comme de l'expérience professionnelle, parce que c'en est, et de voir finalement quelles étaient les missions qu'on vous a données. Comment est-ce que vous les avez menés? Quels étaient les résultats? Donc, il y a déjà tout un questionnement à faire sur ça, sur les stages. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que vous pouvez encore valoriser, ça va être tous les projets que vous avez faits dans le cadre étudiant. Donc, en tant qu'étudiant, on vous a dit, voilà, il y a tel projet. Ça, nous, à l'époque, quand j'étais étudiant, on me disait, c'est de l'expérience valorisable professionnelle.
Donc, vous pouvez encore valoriser ça parce que peut-être que vous avez conduit un projet, vous avez fait des présentations, il fallait convaincre un jury. Et ce sont des choses qu'on doit faire également dans le cercle professionnel quand on est employé. Donc, vous pouvez valoriser ça. Vous avez peut-être fait des jobs d'été. Donc, même s'ils ne sont pas en relation directe avec, j'ai envie de dire, le diplôme que vous avez peut-être décroché par vos études, c'est de l'expérience professionnelle que vous pouvez valoriser. Quatrième astuce encore que vous pouvez valoriser, c'est certainement vous avez été impliqué dans une association. Alors ça peut être une association étudiante, ça peut être une association culturelle, une association cultuelle aussi, si c'est dans votre église, dans votre mosquée ou autre. Donc vous êtes peut-être une association du type UNICEF, Croix-Rouge, donc tout ce que vous avez fait dans le cadre de ces associations, et j'ai envie de dire même si vous avez été coach de foot, coach de basket, coach de volley, je ne sais pas quoi d'autre, vous avez entraîné peut-être les poussins, tout ça, c'est de l'expérience que vous pouvez aussi valoriser à un niveau professionnel. Donc voilà, dire qu'on n'a pas d'expérience, c'est pas vrai, d'accord. Maintenant, peut-être aussi ce que vous pouvez faire, c'est... alors, ce sera plus si vous avez travaillé dans des secteurs qui ne sont pas du tout en rapport avec vos études, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui, dans ces boulots que j'ai eus, peut être rapproché de ce que je suis censé faire dans un diplôme, dans un travail en lien avec mon diplôme. Et quand vous arrivez à faire je veux dire, le rapprochement entre ces deux métiers qui sont peut-être très différents, mais il y a peut-être des choses un peu similaires. Par exemple, en tant que coach sportif, je sais pas, vous avez été coach d'une équipe de basket, par exemple, vous deviez gérer les joueurs, gérer les conflits, gérer les plannings, gérer le matériel, gérer plein de choses. Et puis, dans le cadre de vos études, peut-être que c'est de la gestion de projet. Bon, vous voyez que dans la gestion de projet, on va aussi gérer des plannings, on va aussi gérer des ressources personnelles, matérielles, et donc il y a des choses comme ça qu'on va pouvoir valoriser. Donc, j'espère qu'avec tout ça, vous allez pouvoir au moins piocher une piste pour dire que vous avez de l'expérience professionnelle. Donc ça, c'était la première partie de la question, je crois, hein. Oui, tout à fait, merci Uriel. Et du coup, la deuxième partie, pensez-vous que de nos jours, les lettres de motivation sont un plus pour nos candidatures? Et j'avoue, Uriel, franchement, c'est une question à laquelle j'avais pensé aussi, même si Manuela ne l'avait pas posée, moi je te l'aurais posée. Parce que j'avoue que depuis un certain moment, enfin, j'en vois plus de lettres de motivation, j'avoue. Mais voilà, ton avis de professionnel, en fait. Ok. Je vais faire une réponse de Normand. Ça dépend. Ça dépend. Et la bonne nouvelle, c'est que ça dépend de vous, en fait. Ça dépend pas de la boîte, ça ne dépend pas qu'elle le demande ou pas, ça dépend uniquement de vous. Vous voyez, dire que les lettres de motivation sont inutiles, c'est comme dire les emails sont inutiles. C'est pas vrai. Il y a des emails qui sont utiles. Vous allez créer des emails qui vont être utiles et il y a des emails que vous allez peut-être recevoir qui sont pas utiles pour vous. Le spam, par exemple. D'accord? Donc, c'est pas parce qu'on reçoit tous du spam, on va dire les emails, ça sert à rien. Non. Vous voulez créer un compte sur la CAF, vous avez besoin d'un email et puis si vous n'en avez pas, c'est vite compliqué. D'accord? Donc, les lettres de motivation sont utiles si on les utilise correctement. Donc, si vous voulez faire une lettre de motivation inutile, c'est très facile. Vous allez sur Internet, vous allez chercher un modèle tout fait, très générique, vous allez l'utiliser, vous allez juste changer votre nom, vos coordonnées, votre adresse, vous l'envoyez et ça, je vous garantis que les recruteurs, effectivement, ne vont pas les lire. Et le problème, c'est que la majorité des personnes en recherche d'emploi vont utiliser des modèles tout faits. Par exemple, ils vont dire, et on les reconnaît, parce que ça commence par actuellement en recherche d'emploi. Et est-ce que vous pouvez me dire qui cherche un emploi sans être actuellement en recherche d'emploi? D'accord? Donc on vient avec j'ai envie de dire des évidences et c'est pas du tout intéressant. Par contre, pour faire des lettres de motivation qui sont vraiment utiles, l'idée, c'est déjà de comprendre que la lettre de motivation, contrairement à ce que son nom peut sembler indiquer, c'est pas une lettre où vous allez mettre vos motivations. D'accord? Si vous mettez vos motivations, en fait, j'ai envie de vous dire, et je vais être cash, les entreprises, elles s'en foutent de vos motivations. Pourquoi? Parce que il ne faut pas vous dire, tiens, qu'est-ce que l'entreprise peut m'apporter, mais c'est plutôt qu'est-ce que moi je peux pouvoir apporter
à l'entreprise. Et du coup, l'idée, c'est une lettre de motivation. Vous devez bien comprendre que vous devez motiver l'entreprise de vous choisir. D'accord? C'est en ça qu'on appelle ça une lettre de motivation. Vous devez motiver l'entreprise de vous choisir et pas donner vos motivations. Donc, comment est-ce qu'on motive une entreprise de vous choisir? Eh bien, il faut que l'entreprise, quand elle lise votre lettre, qu'elle comprenne que vous avez une vraie valeur à apporter, que vous pouvez faire une vraie différence, que vous avez des connaissances, des aptitudes, des compétences qui vont permettre à l'entreprise de faire une vraie différence. Et si vous faites ça, et que vous ne répétez pas votre CV, vous ne balancez pas de banalités, là, je vous garantis que votre lettre de motivation sera super utile. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, j'ai créé toute une série de vidéos où vous pouvez même auditer votre lettre de motivation pour savoir justement comment elle est perçue par un recruteur. Et vous aurez une note à la fin qui va de -20 à plus 20 sur 20, d'accord? Donc, grâce à ça, ça va vous aider. Puis, donc, vous verrez vraiment tous les pièges à éviter par rapport aux lettres de motivation si vous voulez en faire qui soient vraiment utiles. Et c'est vrai que quand on se met un peu dans la tête d'un recruteur, on se dit forcément si on reçoit plusieurs CV et sans lettre de motivation ou avec des lettres de motivation copier-coller, en fait, la candidature qui va se démarquer, c'est le CV plus la lettre de motivation qui est extraordinaire, quoi. Et du coup, c'est ce qui ferait toute la différence, en fait. Ouais. Donc, la lettre de motivation, ok. Des fois, on a des gens qui vont faire un super CV et qui vont prendre une lettre de motivation, copier-coller sur Internet. Et ça fait un peu le même effet, vous savez, quelqu'un qui s'est bien brossé les dents et puis quand il parle, dans son discours, il a une feuille de salade coincée entre les dents. C'est dommage, quoi. Ça fait vraiment, ça met vraiment par terre la candidature. Et je connais des recruteurs qui vont systématiquement éliminer les candidats qui utilisent des modèles de lettres tout faits parce qu'ils se disent que si pour se présenter chez moi, cette personne-là ne fait pas l'effort de personnaliser, si je l'embauche et qu'elle doit personnaliser des choses pour des clients, elle va prendre des modèles tout faits et voilà. Donc, il y a des candidats, il y a des recruteurs qui excluent vraiment les candidats qui utilisent des modèles de lettres. Donc ça, c'est pas suffisamment connu et je pense qu'il faut bien l'avoir en tête si vous voulez vraiment avoir une chance d'être recruté, quoi. C'est clair. Et à l'inverse, j'imagine, il y a des recruteurs aussi, s'ils voient un super CV mais sans lettre de motivation, bon, ce ne sera pas éliminatoire. On peut dire que c'est mieux qu'une lettre de motivation super collée. Donc en gros, la lettre de motivation, ok, mais il faut qu'elle soit vraiment super, quoi. Qu'elle se démarque totalement du lot. Moi, personnellement, je préfère l'envoyer systématiquement parce que du coup, je vais encourager les personnes que j'accompagne à en faire qui soient vraiment très, très qualitatives. Et puis, on ne peut pas forcément toujours s'en passer parce qu'elle est souvent encore demandée. Donc, c'est clair que si maintenant on vous demande un CV et une lettre de motivation et vous dites, moi, je préfère ne pas faire de lettre de motivation parce que je ne sais pas quoi mettre et je n'ai pas envie de faire du copier-coller, ça peut aussi être éliminatoire. D'accord? À moins que vous soyez vraiment dans ce qu'on appelle un profil pénurique, donc un profil qui ne court pas les rues, qui est très difficile à trouver. Là, les recruteurs ne vont pas faire la fine bouche, quoi. Mais en général, dans la finance, des financiers, des jeunes diplômés financiers, ça court les rues. Donc, si vous voulez vous démarquer, mieux vaut respecter les règles. C'est bon à savoir. Merci, Uriel. Donc, ok, la lettre de motivation. Donc, allez voir les vidéos de Uriel pour avoir des lettres de motivation béton. Yes. La prochaine question, du coup, sans nom cette fois. Comment décrocher un poste de manager si l'on n'a pas encore d'expérience de management? C'est lié même à la question qui suit, mais juste dans le cadre du management, en fait, comment répondre à la question vous n'avez pas encore d'expérience de management? Ok. Effectivement, quand on démarre sa carrière ou qu'on lui donne un tournant aussi, par exemple, on a travaillé pendant 10 ans dans le secteur de la banque et d'un coup on veut, je sais pas moi, travailler dans le milieu de la mode par exemple, donc il y a une vraie reconversion. Effectivement, à un moment donné, avant de pouvoir démarrer, il faut convaincre et de toute manière,
voilà, vous êtes jeune diplômé ou en reconversion, vous ne pouvez pas avoir tout le bagage qu'il y a. Donc, la première chose déjà, et je pense que c'est vraiment la première question à se poser à soi-même, c'est que qu'est-ce qui fait que vous vous sentez capable et à la hauteur du poste de manager, si c'est un poste de manager que vous visez. D'accord? Ça, c'est important parce que votre certitude, votre niveau de certitude, en fait, c'est ce que vous allez transmettre. Donc, si vous n'êtes pas en mesure de répondre à cette question, ok, qu'est-ce qui fait que, même si vous n'avez pas d'expérience, qu'est-ce qui fait que vous serez un bon manager? Si vous n'avez pas de réponse à ça, déjà, ça va être très très compliqué pour vous de convaincre parce que la première personne à convaincre, c'est pas le recruteur, c'est vous-même. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous pouvez vous rattacher à des expériences qui peuvent être proches. Donc tout à l'heure, j'avais donné un exemple pour quelqu'un qui fait la gestion de projet, qui a géré une équipe de basket. Ben, on peut repartir un petit peu sur cette logique-là. Quelle personne avez-vous eu à gérer, peut-être dans le cadre d'un projet étudiant ou dans le cadre d'une association, voilà, culturelle, sportive ou politique ou autre. Voilà, donc quelles sont les personnes que vous avez eu à manager? D'accord? Et déjà, vous allez pouvoir asseoir, voir un peu, ben tiens, effectivement, ben là, j'ai dû recruter un nouveau bénévole. Ok, il a fallu manager ça, il a fallu le former, il a fallu le faire monter en compétences. Et du coup, là, on commence à voir des points communs avec un poste de manager dans une entreprise. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et autrement, ce que vous pouvez également faire quand vous n'avez pas d'expérience du tout dans le management, c'est de partir du postulat que d'identifier dans votre expérience les choses, les actions que vous avez réalisées en étant débutant. D'accord? Parce que l'idée, c'est que le recruteur va se dire, bon, ok, peut-être que voilà, vous êtes bon, mais ça vous est déjà arrivé de faire vos preuves sur quelque chose, sur un sujet que vous ne maîtrisiez pas. Et donc, si vous êtes en mesure de dire, par exemple, ben oui, par exemple, voilà, j'ai travaillé dans une association et puis je connaissais, mais alors rien du tout je sais pas, à la gestion des données informatiques, RGPD. Et ben, on m'a dit, c'est pas grave, on va te former. On m'a formé et en 3 semaines, j'étais complètement opérationnel. Et même au bout d'1 mois, c'est moi qui formais les nouvelles recrues parce que j'avais aménagé des choses. Et donc là, on peut se dire, ok, si cette personne arrive à faire ses preuves dans un domaine qu'elle ne connaît pas, du coup, ça vaut peut-être le coup de lui laisser sa chance, même si elle n'a jamais exécuté le poste. D'accord? Donc quand vous venez avec ce genre d'argument, donc voilà, faites le lien avec les expériences qui peuvent se rapprocher, soyez certain d'être à la hauteur. Et puis, comme je viens de le dire, de voir peut-être aussi les expériences où vous étiez débutant et vous avez fait vos preuves très rapidement. Eh ben, c'est autant d'arguments pour dire que vous ferez certainement un très bon manager si c'est un poste de manager pour lequel vous n'avez aucune expérience. Ah, très bonnes idées. Et du coup, la question suivante, je pense que tu y as déjà un peu répondu de manière générale. Que Ouais. répondre à la phrase, vous n'avez pas d'expérience à ce poste, nous cherchons quelqu'un qui a déjà exercé ce métier. Oui. Mm. C'est toujours... Alors, réponse de Normand, ça dépend. Ça dépend à quel moment cette phrase vous est donnée. Si cette phrase vous est donnée, vous avez passé un entretien d'embauche et suite à l'entretien d'embauche, on vous dit bon ben on a préféré prendre quelqu'un qui n'a pas d'expérience, vous n'avez pas assez. Il n'y a pas grand-chose à faire. C'est juste à part ben, merci d'avoir pris le temps et c'est tout en fait. Parce que là, c'est vraiment trop tard. Ça veut dire que vous n'avez pas fait votre job. Parce que c'est au niveau de l'entretien, en fait, que vous devez absolument rassurer le recruteur sur le fait que vous êtes un débutant, mais que vous pouvez vous en sortir malgré tout. Et donc, ce que j'expliquais juste avant, quand tu me posais la question, là où on essaie de transmettre cette certitude, de mettre en avant là où on était débutant et où on a fait nos preuves, c'est au moment de l'entretien que ce doit être absolument traité. Et pour ça, j'ai une astuce géniale, c'est que quand vous passez votre entretien, euh, à un moment donné, vers la fin, vous allez poser cette question. J'ai bien compris tous les tenants et les aboutissants du poste. Maintenant, ce que j'aimerais bien savoir, c'est qu'est-ce qui vous empêcherait de travailler avec moi? Ok?
Cette question, elle est vraiment puissante. Beaucoup de gens n'osent pas la poser parce qu'elle est très directe, mais elle est importante. Pourquoi? Parce que 9 fois sur 10, un recruteur, quand il a une objection, il ne va pas vous la donner. Il ne va pas vous la donner. Donc, vous pensez avoir réussi, j'ai bien répondu, super, vous partez, et puis vous fermez la porte, et le recruteur regarde son acolyte et dit, j'ai l'impression que niveau expérience, c'est pas ça, hein. Ouais, t'as raison. Peut-être que, ouais, non. Bon, on va plutôt prendre quelqu'un. Et voilà. Du coup, vous n'avez pas pu faire vos preuves, vous n'avez pas pu traiter cette objection. Et ben, du coup, c'est la phrase que vous allez entendre juste après. Ben, on a préféré prendre quelqu'un qui n'a pas d'expérience, etc. Alors que si vous aviez posé la question, vous auriez eu l'opportunité, ben, du coup, d'essayer de les rassurer. Et en général, ce qui se passe quand on pose cette question et qu'on est jeune diplômé, on va vous dire bah, en fait, pour ce poste, on a besoin de quelqu'un qui a quand même déjà un peu touché parce que, enfin voilà, on a besoin d'être rassuré par rapport à ça. Et là, vous pouvez dire, ouais, je comprends très bien. Maintenant, est-ce que vous me permettez de me défendre là-dessus? En général, on va vous dire oui. Ok. Alors, vous savez, ce qu'il faut savoir, c'est que même si j'ai pas d'expérience en tant que manager, depuis que j'ai 15 ans, j'en ai 23 aujourd'hui, en fait, je suis impliqué dans une association et ça fait maintenant 2 ans que je m'occupe du recrutement des bénévoles, de la formation des bénévoles, de ci, de ça, de ça, de ça. Et donc, en fait, je sais déjà ce que ça veut dire manager. Et en plus de ça, j'ai fait des études. Alors, je sais que c'est que de la théorie, mais j'ai déjà une expérience pratique. Donc, ou alors, pendant mon alternance, j'ai été amené à remplacer mon chef qui a eu un accident de travail pendant 3 mois. Et donc, pendant 3 mois, j'ai managé l'équipe à sa place. J'ai fait l'intérim, je me suis occupé des réunions, de ceci, de cela, de cela, de cela, machin. Et donc, est-ce que vous êtes rassuré par rapport à ça? Parce que moi, je suis convaincu que je serai à la hauteur. Et là, vous laissez le recruteur répondre à ça. Mais ce qui est important, c'est de le rassurer pendant l'entretien. Voilà, je crois que j'ai l'impression d'avoir répondu. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, franchement, efficacement, quoi. Je trouve de très bonnes idées. J'espère qu'elles seront utiles à tous ceux qui se posent les mêmes questions. Alors, donc, du coup, la question suivante, elle est de Maëlle, celle-là. Ok. Comment gérer une situation conflictuelle, un désaccord au boulot, aussi bien avec un collègue qu'un client? Ok. Ah, le relationnel. Il paraît que la plupart de nos problèmes professionnels sont d'ordre relationnel et très rarement liés à la tâche en elle-même, en fait. Ouais. Ok. Alors, dans la sphère professionnelle, c'est encore plus capital, j'ai envie de dire, de régler de façon diplomatique ce genre de conflit, parce que ce sont des personnes avec qui on est amené à travailler. Et si c'est pas bien géré, ben, par exemple, si c'est avec un client, ce client, lui, va colporter que vous êtes mauvais, etc., que vous êtes méchant, qu'il ne faut surtout pas travailler avec vous. Donc, vous allez perdre ben, des opportunités d'affaires. Si c'est un collègue, ben, il peut très facilement vous mettre à dos toute l'équipe et puis ça peut être très compliqué ensuite. Donc, déjà, la première chose à faire pour moi, c'est de chercher non pas la responsabilité ou la faute de l'autre, mais chercher quelle est votre responsabilité dans ce conflit. D'accord? Ça, c'est la première des choses. Chercher sa propre responsabilité. Et si vous dites, oh ben, c'est pas ma faute, c'est lui qui a commencé, c'est très, très mal parti. Parce qu'on a toujours une part de responsabilité. Ma mère avait l'habitude de dire que pour se disputer, il faut être au moins deux. Parce que tout seul, on ne se dispute pas avec soi-même. D'accord? Donc, s'il y a un conflit, c'est que vous avez forcément votre part de responsabilité. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que vous n'avez peut-être pas le même pourcentage de responsabilité. Peut-être que votre part de responsabilité, elle est à 5% et l'autre à 95%, mais vous avez votre part de responsabilité, même si c'était 1%. D'accord? Donc ça, il faut le repérer. Première chose. Deuxième chose, c'est de repérer, du coup, et ça on le fait très facilement, la responsabilité de l'autre. Ok? Donc ça, je n'ai pas besoin de savoir comment faire parce qu'on est vraiment très doué pour dire ce qui ne va pas chez les autres. Ok, donc maintenant que ça c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ne va pas faire l'autruche, on va commencer par amorcer un dialogue. Donc, quelle est la personne, le client, le partenaire, le responsable avec qui vous êtes en situation de conflit? Et l'idée, c'est pas de venir juste, bon, bah, il faut qu'on parle, c'est de venir déjà avec des solutions. Voilà. Et on vient avec des données vraiment très factuelles. Voilà, il y a ce problème-là. Moi,
je me sens heurté parce que je me sens pas respecté de telle et telle manière. Et en même temps, j'ai compris que j'ai ma part de responsabilité par rapport à ça. Maintenant, voilà ce que je propose pour que ça aille mieux. Qu'est-ce que tu en penses? Et donc, on rentre comme ça dans un travail en tandem avec la personne avec qui on est en conflit. Et l'objectif, c'est de repartir avec une solution qui est choisie, mais pas forcément dire, voilà, moi j'ai pensé à ça et t'en penses quoi, simplement. C'est, est-ce que peut-être tu as d'autres idées, peut-être auxquelles j'ai peut-être pas pensé, et puis on en discute. Et le but, c'est de dire, ok, bon, ben, d'accord, on part sur mon idée, mais j'ai bien aimé ta vision, donc on peut aussi intégrer ça, et je te propose qu'on s'engage tous les deux à faire ça. Et donc on repart ensuite avec un engagement. Et en général, ce qui se passe, c'est que la résolution de conflit, eh ben, elle se fait très naturellement. D'accord? Mais il faut être clair, c'est que c'est pas un exercice qui est facile. Et si vous êtes un peu comme moi j'étais avant, c'est-à-dire quelqu'un d'assez impulsif, ça va vous demander beaucoup d'efforts et de pas chercher à répondre systématiquement aux attaques. Et oui, mais c'est ta faute. Ok, ouais, c'est vrai qu'il y a eu ça, mais en même temps, je l'ai fait parce qu'il y avait ce contexte-là. Maintenant, je te propose, on cherche une solution et on sort de là. D'accord? L'idée, c'est vraiment ça. Donc, si je récapitule, on ne fait pas l'autruche. On cherche d'abord sa part de responsabilité. On va chercher le dialogue. On vient avec des propositions. Et ensuite, on fait en sorte que des engagements soient pris pour que le problème soit résolu. Ok, merci Uriel. Ensuite, donc la dernière question. Comment se démarquer pour une promotion au sein de son équipe? Ok. Comment trouver un poste, enfin décrocher le poste au-dessus, quoi. Au-dessus. Quand ceux qui sont en compétition, c'est pas forcément des candidats externes, etc., mais vraiment nos collègues. Donc oui, là, il n'y a pas de lettre de motivation. Enfin, je sais pas, hein, tu nous diras. Le processus est un peu différent, mais peut-être que les clés sont les mêmes. Je te laisse répondre. Alors, je vais donner quelques clés pour ça. La première chose, c'est souvent, moi j'aide aussi les gens justement à évoluer dans leur carrière, à bénéficier d'une promotion et ce qui s'accompagne généralement d'une augmentation de salaire aussi. Et donc il faut faire un peu il faut faire un peu son nid là-dedans. Le problème, il y a une vraie croyance, c'est déjà que j'ai accompagné des gens qui étaient très très bons dans leur domaine. Et comme ils étaient très bons, ils avaient tendance à penser que ils vont bien remarquer à un moment donné que je suis bon et ils vont me promouvoir. D'accord? Et en fait, ça arrive pratiquement jamais. Donc si vous êtes très bon dans votre domaine et que vous attendez que la promotion vienne, qu'on vous reconnaisse, vous pouvez attendre très très longtemps. En général, les gens qui sont promus sont ceux qui vont réclamer. Donc ça, c'est déjà une chose à savoir. Donc n'attendez pas de vous faire reconnaître. Faites reconnaître votre talent. Ça, c'est important. Une fois que on est dans cette logique-là, la première chose que vous allez faire, c'est, imaginons que c'est un poste de, qu'est-ce qu'on a comme poste dans la finance, par exemple? Disons chef d'équipe risque, par exemple. Ok, chef d'équipe risque. Donc l'idée, c'est de voir le N+2 ou le N+1 s'il n'a pas le poste qu'on veut occuper. C'est toujours un peu compliqué sinon. Et c'est déjà de prendre un rendez-vous pour lui parler de votre ambition. D'accord? Donc ça, c'est la première chose à faire. Parce que souvent, les gens vont chercher à dire, bon, il faut que je fasse mes preuves, etc. Non, la première chose qu'on va faire, c'est, voilà, ça fait un certain temps que je suis là, j'aimerais vraiment évoluer et j'étudie plusieurs pistes, dont celle de responsable d'équipe risque. Simplement, aujourd'hui, comme ça, j'ai le sentiment que j'ai besoin il me manque encore des tuyaux, il manque des informations pour être certain que c'est vraiment bon pour moi. Donc, je voulais avoir ton retour par rapport à ça. D'après toi, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il me faudrait? Qu'est-ce que je dois améliorer? Et donc, on va ouvrir le dialogue sur ça. Donc là, le N+2 ou le N+1, c'est, oh, là, il y a quelqu'un qui veut potentiellement évoluer. Je sais que dans à peu près 6 mois, il y a Martine qui part à la retraite, ou Florian, ou j'en sais rien. Et il y a peut-être un jeu des chaises musicales qui peut se mettre en place. Ok. Donc ça, c'est la première chose. Vous prenez rendez-vous, vous parlez de vos ambitions.
quand vous êtes au rendez-vous, ce qu'il faut demander, c'est vraiment quels sont les critères idéaux qu'il faut remplir, les cases, voilà, qu'est-ce que moi je dois cocher comme case pour pouvoir être un bon responsable d'équipe risque, par exemple. Donc ça, c'est la question à poser. Et on va pas s'arrêter là, il faut demander en fait les conditions finalement qui font que, ok, si vous atteignez tel niveau, là c'est ok. Mais il faut que ce soit des données chiffrées. C'est pas genre, il faut être capable de gérer plus de risques. Plus de risques, c'est quoi? C'est 10, c'est 10, c'est 20, c'est 50. Il faut déterminer un chiffre précis. Et une fois que vous avez les conditions, les critères idéaux du poste, que vous savez quels sont les KPI à atteindre, l'objectif, c'est de les dépasser. Donc, vous laissez un temps, dites voilà, dans les 6 mois, je veux dépasser ces KPI. Et donc, de cette manière, vous êtes le bon candidat pour le poste. Il y a 6 mois en arrière, vous avez vu avec le patron, il vous a donné les critères idéaux, il vous a donné les conditions à remplir, vous les avez atteints, dites voilà, aujourd'hui, je me sens vraiment prêt, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Quelles sont les opportunités sur lesquelles je peux me positionner aujourd'hui? Et là, en fait, comme les autres se seront peut-être contentés de faire un peu les beaux dans l'équipe pour se faire remarquer, il y aurait déjà toute une stratégie qui a été mise en amont. Le poste sera beaucoup plus facilement pour vous. Et comme vous avez fait vos preuves, vous êtes devenu un élément indispensable en plus. Et du coup, si vous n'obtenez pas satisfaction, le N+1 ou le N+2 saura que potentiellement vous risquez d'aller voir ailleurs. Et les bons éléments, on veut les garder. Autant les mauvais, c'est pas grave, mais les bons éléments, on veut les garder. Donc vous êtes vraiment en position de force et c'est de cette manière que vous pouvez assez facilement vous démarquer des autres et obtenir la promotion. Voilà, un bon entendeur, salut. C'est super, merci beaucoup Uriel. Je pense que l'ensemble de ces conseils seront très utiles en fait à ceux qui nous écoutent. Mais du coup, on vous explique un petit peu le cadeau qu'on avait prévu pour vous. Donc c'est un jeu concours. Avec comme lot à la clé un bouquin. Je ne sais pas si tu veux présenter du coup Uriel. Ok. Donc, alors j'ai même décidé d'en offrir 2. Yeah. Donc, alors, il y a un premier bouquin qui s'appelle Décrocher le job de vos rêves en 5 rounds que j'ai écrit en 2017 maintenant et qui vous permet justement de mettre en place toute une stratégie donc de la valorisation de vos parcours, du réseautage, du CV, la lettre de motivation, les entretiens d'embauche, voilà, tout y est. Et donc, j'ai vraiment voulu l'écrire de façon humoristique et drôle pour que voilà, vous passiez un bon moment. Donc voilà, il est édité chez Erol et donc ça c'est le premier bouquin. Le deuxième bouquin que j'ai écrit l'année dernière et qui lui fait vraiment le focus sur le CV et la lettre de motivation. Et donc pareil, on est un peu dans le même style, toujours un ton un peu humoristique, mais en même temps avec beaucoup d'éléments concrets et d'exemples. Donc voilà, ce sont ces 2 bouquins que je veux bien offrir aux gagnants du concours. Merci Uriel. Et du coup, pour gagner, c'est très simple. Premièrement, bien sûr, vous devez être abonné à la chaîne Pro Épanoui. Si ce n'est pas encore fait, faites-le. Deuxièmement, être abonné à la chaîne Career Punch TV. Donc, c'est la chaîne de Uriel. Et troisièmement, vous devez juste cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Et du coup, tous les participants auront un cadeau. Vous aurez comme cadeau le guide pratique en 5 points pour pouvoir propulser votre carrière. En fait, 5 choses que vous apprendrez nulle part ailleurs, que l'école ne vous a pas apprises, et 5 choses, si vous les savez pas, vous rencontrerez des blocages dans votre carrière. Donc voilà, c'est très simple. Téléchargez le guide, abonnez-vous à la chaîne de Uriel, abonnez-vous à la chaîne Pro Épanoui, et nous publierons les résultats du concours dans une semaine, voilà. Tout simplement, vous avez une semaine en fait du coup pour le faire et à la prochaine vidéo, je vous annoncerai le nom des gagnants, du gagnant. Mais tous les participants vont en remporter un lot, donc participez, n'hésitez pas. Uriel, est-ce que tu veux rajouter quelque chose du coup si certains auditeurs veulent te rencontrer, etc. Est-ce que tu veux nous dire peut-être un mot de fin, un mot de conclusion?
pour me rencontrer, me retrouver, vous pouvez le faire vraiment sur Internet, donc sur YouTube. Ma chaîne, c'est Career Punch TV, donc tu l'as dit, mais j'ai un blog qui s'appelle careerpunch.com aussi, et là-dessus, vous allez retrouver mes conseils, mes techniques, mes stratégies. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Et simplement, pour moi, ce que j'aimerais bien insister sur une chose, c'est que faut bien comprendre que la carrière, c'est vraiment l'un des domaines les plus importants, en fait, pour chacun. Pourquoi? Parce que c'est le, c'est le domaine qui va rejaillir, qui va avoir une influence sur tous les autres. C'est-à-dire que si vous êtes épanoui vous êtes un professionnel épanoui dans sa carrière, vous allez pouvoir être un père, une mère épanoui, un enfant épanoui pour ses parents. Vous allez pouvoir vous offrir des vacances pour votre famille. Vous allez pouvoir, même sur votre humeur, etc., le travail a une importance capitale. Et aujourd'hui, on est vraiment frappé par des gens qui ne sont pas à leur place, qui sont en burn-out, en bore-out. Et en fait, tout ça, ça a des conséquences sur tous les domaines de leur vie. Le couple, la famille, les enfants, tout. Donc, comme en plus, on va tous passer plus de temps à travailler que de temps avec nos proches, en fait. C'est pour ça que c'est vraiment un secteur dans lequel il faut vraiment bien choisir et être à sa place. Donc, parce que si vous n'êtes pas à votre place, ça va s'en ressentir. Et j'aime bien cette phrase de Nicolas Propin qui dit que toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit. Et donc petit à petit, lorsqu'on n'est pas à sa place dans la carrière, lorsqu'on a le sentiment de ne pas être au bon endroit, dans la bonne entreprise, ou de ne pas être reconnu à sa juste valeur, tout simplement, c'est aussi une raison qui fait qu'on n'est pas bien. Donc si vous voulez avoir une vie épanouie, faites en sorte d'avoir vraiment une carrière épanouie, et vos maris, vos enfants, vos proches, vos amis vous remercieront beaucoup. Évidemment, ouais. C'est vrai qu'on passe beaucoup de temps au travail, la majorité de notre temps, du coup. Ouais, le travail revêt une importance dont on ne parle même plus. Merci encore, Uriel. Merci d'avoir accepté de partager tes précieux conseils avec nous. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Pro Épanoui. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Voilà.